Bonjour, merci de nous rejoindre sur François. Donc aujourd'hui, c'est Aimé Bill, un gendarme belge à la retraite, suite à la publication d'un livre qui fait un peu l'effet d'une bombe quand on le lit, qui s'appelle Dutroux, l'enquête assassinée. Et donc voilà, que c'était des révélations sur ce qui s'est passé notamment dans l'institution judiciaire belge en satellite de l'affaire Dutroux. Alors déjà, quand on lit ce livre, quelque part, c'est un véritable réquisitoire quand même contre une partie de l'institution judiciaire belge, en tout cas à l'époque de l'affaire Dutroux. Enfin, c'est très très surprenant. On a l'impression que c'est règlement de compte à hockey choral. Vous avez de toute évidence été, avec d'autres gendarmes d'ailleurs, victimes de manipulation. On a du mal à se dire que c'était pas pour étouffer certaines affaires. Mais ma première question, déjà, ça va être pourquoi vous avez écrit ce livre? Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour la sortie de ce livre. Donc, en 1985, donc, il y a eu l'enlèvement des petites Julie et Mélissa. Euh, Puis, un petit peu après, il y a eu l'enlèvement donc, de Anne et Effieux. Et l'année suivante, au mois de mai, l'enlèvement de Sabine. Et au mois d'août, l'enlèvement de Laetitia. Et donc, grâce à un témoin qui a pu relever une partie de plaque de véhicule, deux magistrats, donc à Neuchâteau, M. Bourlet et M. Conrot, ont lancé l'affaire et qui est devenue l'affaire Dutroux. À l'époque, donc, j'étais gendarme à la section, à la BSR de Bruxelles, à la section financière, donc une section de recherche. Et donc, nous avons été sollicités par les magistrats donc, de Neuchâteau pour s'occuper du volet financier donc, de ces suspects arrêtés à Neuchâteau. Il y a eu des appels à témoins, il y a eu des dames, des victimes qui se sont présentées, qui ont été interrogées sous X, X1, X2, X3. Où elles ont apporté des témoignages importants, mettant en cause de nombreuses personnes, des personnalités connues dans divers, que ce soit le monde politique, judiciaire, la magistrature, policière, enfin bon, il y a eu plusieurs personnes impliquées. Et on a senti directement qu'on gênait. La gendarmerie a créé une antenne, donc on a été mis dans un bâtiment à 200 mètres de nous étions. Et là, nous avons eu un officier qui, dès le départ, s'est montré négatif. C'est le commandant du terme, donc qui était l'officier numéro 2 de la BSR de Bruxelles. Et donc, dès le départ, il a commencé à minimiser tout et à réchiner sur tout notre travail. Lui, il ne voyait que ses heures supplémentaires. On n'allait pas refaire des anciennes enquêtes. Et donc, l'antenne de château de la BSR de Bruxelles a été mise en route au début décembre 1996. Et déjà le 20 janvier, il envoie un fax à un officier à Neuchâteau, où l'affaire Dutroux était gérée, et il posait des questions en se demandant est-ce que la magistrature va suivre avec des dizaines d'arrestations, est-ce que la gendarmerie saura suivre, est-ce que le témoin est crédible, comme si elle recevait un ticket de caisse après chaque abus. Et donc, déjà, le 20 janvier, on avait compris que avec cet officier, on n'irait nulle part. Moi, je m'en doutais déjà un petit peu avant par ses méthodes, mais après, bon, il a prescrit lui-même des relectures de dossiers. Il a choisi ses relecteurs. Il a dressé un faux procès-verbal qui a été couvert par le parquet de Bruxelles, par les magistrats de Bruxelles. Et donc, tout a été couvert. Et au plus de faux il faisait, au mieux c'était. Et donc, des collègues avec qui vous travaillez, avec qui vous allez boire un verre, avec qui vous mangez, ont commencé à faire des faux en écriture pour, pour arrêter les enquêtes, pour saboter les enquêtes. Et des magistrats, naturellement, étaient vraiment complices à tous les niveaux, que ce soit au niveau du parquet de Bruxelles, au niveau de l'instruction, que ce soit le juge d'instruction Jean-Claude Van Espen qui s'occupait d'un dossier particulier, celui de la Champignonnière. Si vous voulez, je peux en parler un peu. Et après, le juge Pignolet qui a mené l'enquête, mais encore une fois, le procureur général de Bruxelles, M. André Van Oudenhoff, qui, quand toutes les enquêtes sont finies à notre égard, donc toutes les enquêtes judiciaires après plus de 2 ans, parvient à adresser un rapport
de 17 pages à l'état-major de la gendarmerie, 17 pages d'accusation sur mon collègue et sur moi-même. Et Oui, alors quand, il faut préciser que donc, vous travaillez notamment sous la direction, donc votre cadre, c'est Patrick Debetz, et vous êtes des gendarmes qui sont très expérimentés, avec qui ont une très bonne réputation, qui ont aussi une réputation d'être extrêmement méticuleux, extrêmement prudents dans tout ce que vous faites. En fait, il y a pas de raison a priori déjà de se méfier de votre travail. Et là, d'un seul coup, enfin, quand on lit le livre, on se dit que littéralement, on vous tend des pièges avec l'affaire Di Rupo, enfin, ce que vous racontez, c'est des traquenards, c'est des manipulations, c'est effectivement des faux en écriture. Enfin, c'est une institution qui est extrêmement dysfonctionnante, en fait. c'est une cabale montée de toutes pièces. Et d'ailleurs, bon, dans le livre que j'ai écrit, avec la collaboration d'Anne, j'ai la chance d'avoir trois préfaces. Une donc de Philippe Geluck, une de M. Michel Bourlet, qui a été le procureur du roi donc dans l'affaire Dutroux, mais une aussi d'un officier supérieur de la gendarmerie, le major Terling, qui écrit 15 pages dans mon livre et qui met en néant donc qui démolit vraiment la hiérarchie de la BSR de Bruxelles pour leur attitude. Parce que je ne pensais pas que ça existait dans un film peut-être, mais jamais on n'aurait été imaginé que vos propres collègues montent des faux en écriture comme ça, parce que bon, que ça soit falsification d'audition, parce qu'on dit Regina Louf, le témoin X5, on essaie de la faire passer pour folle, mais si elle est folle, est-ce qu'on doit falsifier ses auditions? Je ne crois pas. Est-ce qu'on doit faire un procès verbal avec deux numéros différents et trois dates différentes? Un procès verbal, il a un numéro, il a une date, il n'y a pas 36 choses. Eh bien, toutes ces pièces, toutes ces choses-là ont été dénoncées. Et donc, pendant 25 ans, j'ai dénoncé avec Patrick Debats au parquet général, à la politique, à l'état-major de la gendarmerie. On a tout dénoncé et jamais personne n'a rien voulu faire. J'ai même fait une pétition en courant 2021 qui a été adressée à Sa Majesté la Reine avec copie au Premier ministre et au ministre de la Justice. Il n'y a personne n'en veut. Alors je me suis dit, il ne restait plus que cette solution-là, c'était d'écrire un livre pour reprendre vraiment tous ces éléments-là et je pense qu'on pourrait déjà en faire un deuxième livre parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est incroyable. Les gens, quand ils lisent ce livre, sont choqués, que ce soit des collègues, des officiers ou des particuliers. Ils se demandent est-ce que c'est réel? Oui. Ah oui, d'ailleurs, vous faites bien de préciser, donc vous avez été aidé dans l'écriture de ce livre par une écrivaine qui s'appelle Anne Estereben, Oui. ou Estereben, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, alors pour en revenir à ce que vous racontez déjà, enfin, je veux dire, l'argument que vous citiez avant, qui consiste à dire, mais est-ce que les institutions seraient prêtes à faire des dizaines d'arrestations? Quand on y pense, c'est complètement choquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, si elle dit vrai, on sera obligé d'arrêter des dizaines de personnes, on n'en est pas capable? C'est ça que ça voulait dire? Ben, ça, c'est l'attitude de ma hiérarchie. Vous savez, madame, quelques mois avant ça, j'ai dû changer d'équipe. J'étais dans une section, avant de venir chez Patrick Debat, j'étais dans une section meurtre, hold-up, vol. Et j'avais le dernier vendredi du mois d'octobre 94, libéré, tenez-vous bien, une dame qui était battue, violée et séquestrée depuis 5 mois. Je l'ai libérée seule un vendredi. J'ai pu faire arrêter l'auteur. Une demi-heure après, il était dans mon bureau. J'ai travaillé, au lieu de finir à 16 heures ce jour-là, j'ai fini à 19h45. J'ai fait 3h45 supplémentaires. Le type a été arrêté. Par après, il a même été condamné à 3 ans. Mais 4 jours après, j'ai été convoqué chez le colonel Brabant, qui était le commandant de la BSR. Et voilà ses paroles. Oui, pourquoi tu as fait ça? Ça ne venait plus un jour. Il y a 5 mois que ça durait. Tu aurais pu attendre la semaine suivante, une nouvelle période. Waouh. Oui. Oui, donc en gros, Donc, on vous reprochait d'avoir été sauver cette femme trop tôt, quoi. voilà, donc il y a 5 mois que ça durait. Et je lui dis, mais est-ce que vous parleriez comme ça si c'était quelqu'un de votre famille? Il m'a dit, c'est pas la même chose. Je dis, oui, mais s'il lui arrive quelque chose entre-temps, là, je m'expliquerai, je dirais que c'est une question de budget. Et donc, toute ma carrière,
Vous savez, moi, j'ai eu les paroles d'officier, c'est toi, si je veux te punir, je dois te mettre en congé ou en repos. Bon, moi, c'était toute ma vie, mais ma hiérarchie ne supportait pas. Oui, vous pouvez travailler, mais vous savez, quand vous lisez le journal, vous n'avez pas de problème, vous êtes bien vu. Parce que vous ne faites pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Et quand vous travaillez, ben, quand vous arrêtez quelqu'un, ben, ça peut découler avec autre chose, et autre chose, et autre chose. Et bon, et ici, l'affaire du trou, c'est tout à fait encore, c'était une question de budget, mais c'était une question de protection, il faut être clair. Il faut une question de protection. C'est pas Monsieur Jean-Luc Duterme seul en faisant son procès verbal qui a pu arrêter ça. Il était couvert par même par l'état-major, ça venait de plus haut. Plus haut, bon, bah, la politique, bien entendu, ce n'est pas possible autrement. Non, quand vous êtes reçu, moi j'ai été me plaindre, j'ai été reçu pratiquement dans tous les partis politiques. Et quand vous avez une sénatrice qui vous dit, oui, Monsieur Bill, vous mettez en cause 2 magistrats nommés par notre parquet, désolé, Monsieur Bill, je ne sais rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Quand on frappe à toutes les portes, quand on frappe à toutes les portes, quand on leur écrit, je ne vais pas dire qu'on écrivait jour et nuit. Il y a des jours, il y a des fax qui partaient de chez moi ou de chez Patrick avec 5 pages, 10 pages. Ça partait au procureur général, au Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, commandant de la gendarmerie. On dénonçait en permanence, parfois 2 fax par jour. On dénonçait. Jamais, jamais, jamais. Le procureur général de Bruxelles, je lui ai envoyé 62 fax. Le 63e, il était parti par fax, par courrier normal et par courrier recommandé. Et je lui rappelais la liste de tous les fax que je lui avais envoyés. Jamais ce monsieur n'a daigné répondre. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on avait raison. Il fallait protéger des personnes. Il fallait absolument protéger. Et avec l'équipe de Patrick de Batz, il ne fallait pas nous dire comme on dit, un petit garde champêtre de village ou un petit gendarme peut-être, et encore, je ne sais pas, je ne veux pas le discréditer, un petit gendarme, c'est pas ça. Je veux dire, on ne savait pas à nous dire, laisse tomber. Ça aurait été pire. Avec nous, c'était pire si on nous dit laisse tomber. Et donc, ils ont fait autre chose, puisqu'ils ne savaient pas nous dire on laisse tomber. Ils ont monté des dossiers contre nous. Attention, c'est de la folie humaine. De la folie humaine. Quand vous avez un juge d'instruction qui vous dit maintenant, je vais vous interroger, vous avez tué un homme. Je lui dis qui c'est. Il me dit c'est le gouverneur Galopin. Je lui dis ça s'est passé. C'est qui ça? Il me dit c'est le gouverneur de la Banque nationale. Et je lui dis ça s'est passé quand? Il regarde, il me dit le 28 février 44. Et je lui dis mais oui, mais je suis né en 53 et lui en 52. Ça me fait rien. Qui dit j'ai pas vu. Qui me dit ça me fait rien. Je vais faire une enquête sur vos parents. Je lui dis mon père est mort en 71. Patrick répond, moi en 76. Je m'en fous, foutez le camp, je vais faire une enquête. Il a chargé l'inspection de la gendarmerie de faire une enquête sur nos parents. Il n'a rien trouvé sur mon père. Par contre, le père de Patrick de Batz, en 1947, il a commis une infraction à l'article 42 de l'arrêté royal du 1er février 1934, qui était le code de la route. Il a dérapé avec un camion de l'armée et il a eu 2,50 € d'amende à l'époque en 1949 par le Conseil de guerre. Voilà, parce qu'il était militaire. On est allé raconter à son père, au juge, que le père de Patrick, c'était un collaborateur pendant la guerre. Patrick a dû amener les médailles de son père pour prouver que son père n'était pas un collaborateur. D'ailleurs, et quand bien même, en plus, bon là, s'il se trouve que c'est calomnieux et ça fait toujours mal parce que c'est les parents, mais de toute façon, aux dernières nouvelles, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos parents. Mais Patrick est divorcé en 1980. Ici, on ne parle plus des parents. Patrick a divorcé en 1980. J'ai un papier signé du juge d'instruction, M. Jacques Pignolet, qui demande de vérifier qui demande d'entendre l'ex-épouse de Patrick pour connaître les causes du divorce. Donc, 16 ans, 17 ans avant ça. Pire, Patrick de Batz est né le 7 septembre 1952. Regina Louf, le témoin X1, donc il a interrogé 17 fois. Elle est née le 29 janvier 1969. Patrick, né en 52, à 18 ans, donc en 70, commence des études de kiné. Regina a 1 an. J'ai un papier du 3 février 98 du juge Pignolet. Il demande de vérifier s'ils n'étaient pas ensemble à l'école. Il avait 18 ans, elle avait 1 an. Et ça, on doit le savoir. Mais tout ça a été étouffé. On a dénoncé. On dit que la justice n'a pas de moyens. Ils se sont acharnés. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils Un peu parce que maintenant un peu parce que j'ai lu le livre et c'est vrai que on lit ce livre avec beaucoup de stupéfaction parce que c'est absolument ubuesque hein, quand même ce que vous racontez. C'est
Bah, et effectivement, ces exemples-là sont donnés. On se dit qu'on marche littéralement sur la tête. En plus, en même temps, on se demande pourquoi, parce que en fait, tout ça n'a pas de chance d'aboutir. À Vous quoi ça savez, sert? ils ont. Bon, moi, je m'occupais du dossier de la Champignonnière, donc le dossier donc, de la mort de la jeune Christine Vanès, donc une jeune fille qui avait 16 ans et demi, qui a été assassinée le 13 février 1984 dans une champignonnière désaffectée dans une commune de Bruxelles. Et pendant 12 ans, la police judiciaire n'a rien fait dans ce dossier, enfin, couvert par le juge d'instruction. Vous avez une commission parlementaire qui a été présidée par Mark Verwilgen. Mark Verwilgen qui est devenu par après ministre de la Justice en Belgique. Un grand monsieur pour moi. Monsieur Mark Verwilgen nous a reçus à la commission parlementaire en octobre 97. Et en 99, il fait un livre qui s'appelle Parole d'homme. À la page 99 de ce livre, qu'est-ce qu'on voit? Il a été appelé, lui, président de la commission au parquet de Bruxelles, donc chez le procureur, et le juge d'instruction, et on lui a dit de ne pas toucher au dossier de la champignonnière. Alors, si lui, président d'une commission parlementaire, quand même, qui représente la population, puisque c'est les élus, est interdit de toucher au dossier de la champignonnière, vous comprenez bien qu'un petit flic comme moi, on le vire. C'est aussi maintenant, je travaille dans des punks comme ils ont fait pendant 12 ans, là je peux rester. Mais dès que j'approche quelque chose de sensible, comme par exemple découvrir que dans les 72 heures de la champignonnière, Marc Dutroux ouvre un compte et il y a 200 000 francs qui rentrent sur les comptes, 200 000 francs belges, donc c'est 5 000 euros maintenant, et comme on a retrouvé d'autres paiements avec des autres enlèvements, vous vous posez des questions. Et donc, le tout, c'est la peur de la commission parlementaire qu'ils avaient. Oui, parce qu'en fait, vous expliquez très bien qu'il y a aussi eu, donc, qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour que certaines informations ne soient pas données à cette commission parlementaire. Ah, comme par exemple la relecture. Bon, moi, dans toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça, une relecture. Bon, normalement, vous avez Regina Louf qui fait 1500 pages d'audition. 1500 pages d'audition, moi, je ne les ai jamais lues. Le juge Langlois, qui est le magistrat à Neuchâtel, demande de relire tous les dossiers, mais d'échanger, que celui qui s'occupe de X1 va relire pour X2. Bon. Normalement, c'est déjà un travail de magistrat de relire. C'est à eux à lire ça, à poser des questions, voir ce qui ne va pas. Bon, mais ici, on demande, monsieur Duterme, à ses équipes favorites pour faire ça. Et donc, toute la relecture, il la falsifie. Et la commission parlementaire attend, puisque nous, on passe le 14 octobre, et la commission parlementaire attend le résultat de cette relecture. Et la commission rend son rapport le 16 février et on clôture donc dans un rapport de je ne sais combien de pages, mais à la page 157, il est bien mentionné que la relecture n'est pas terminée à la clôture du rapport. Or, la relecture était terminée depuis le 5 février. Donc, ils ont caché ça à la commission parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien. S'il y avait eu quelque chose, il aurait dit. Ouais. Non, moi, dans le dossier de la champignonnière, il faut aussi savoir pourquoi j'ai été viré. Donc, moi, j'ai mis en évidence tous les dysfonctionnements de 12 ans d'enquête. J'ai fait un procès-verbal qui fait 202 pages d'analyse. Je dérangeais, ça c'est clair. On me l'a dit au parquet que je ne devais plus écrire tout ce que je trouvais. Naturellement, me dire ça à moi, c'est parler au mur. J'ai continué. Et quand je suis viré, un peu après, j'apprends, 6 mois plus tard, j'apprends par la presse que la sœur du juge en charge du dossier, donc la sœur du juge Van Espen, qui s'appelle Françoise Van Espen, est la marraine du fils de M. Nioul, donc M. Nioul qui est un complice de Dutroux. Et donc Michel Nioul a un fils qui s'appelle Jean-Michel, et la sœur du juge Van Espen est la marraine de Jean-Michel Nioul. Alors, je ne sais pas si c'est correct, honnête, déontologique de la part d'un juge. Dès le départ, pendant 12 ans, je comprends, il n'avait aucun nom là-dessus, bien que. Et quand il reçoit le dossier, quand il sait qu'on travaille là-dessus, il devrait être honnête et dire, bon, je ne peux pas reprendre ce dossier. Or, il sait, même le juge Pignolet, qui a enquêté sur nous a demandé à
plusieurs reprises, et il nous a dit à plusieurs reprises, je ne comprends pas pourquoi il s'est tant acharné pour reprendre ce dossier. Et donc, il a réussi son coup. Il avait déjà arrêté une première fois le dossier en 96. Bon, il y a un punk qui a fait 39 mois de prison, qui a attaqué l'État belge, l'État a été condamné. Et donc, ça les arrangeait bien d'avoir des punks. Puis, quand je vois comment ce dossier a été salopé pendant autant d'années, naturellement, avec une équipe comme l'équipe de Patrick Debats, on travaillait d'une autre façon. Donc, nous, il fallait y aller. C'est clair, c'est net. On ne faut pas qu'un officier ou n'importe qui vienne nous demander de fermer les yeux là-dessus. Nous, on travaille. Et ça ne plaisait pas. Et là, on ne savait pas. Allez, ils n'auraient pas su trouver quelque chose. Donc, ils ont monté des dossiers en faisant des faux en écriture pour nous écarter. Et là-dessus, ils ont arrêté toutes les enquêtes. Oui, alors, oui, parce que, alors, il faut préciser que donc le témoin X1, il y a plusieurs témoins X1, mais X1, donc Régine Alouf, qui a d'ailleurs écrit un livre par la suite. Silence ont tué les enfants, oui. Voilà. Bon, donc, livrer des témoignages absolument atroces, épouvantables, donc, donc on voyait d'un seul coup, on pensait qu'il y avait une criminalité, donc un réseau qui torturait, qui violait, qui tuait des enfants dans des conditions affreuses, avec donc qui était vraiment une criminalité organisée qui mettait en cause notamment Michel Nihoul, qui évidemment, elle soutenait que Dutroux n'était pas un prédateur isolé comme on a voulu le laisser penser. Et elle donnait une explication, elle disait qu'elle savait ce qui s'était passé pour le meurtre de la petite Christine à la Champignonnière. C'est voilà, c'est important de préciser ça parce que bon, si on ne sait pas, notamment, on ne comprend pas pourquoi il n'était pas normal que un juge qui avait des proximités familiales avec notamment Michel Nihoul garde enfin, veuille absolument prendre la main sur le dossier, alors qu'en fait, il aurait dû au contraire vouloir s'en dessaisir en disant je ne peux pas être objectif. Voilà, il y a sa sœur est la marraine de mes enfants. Enfin, Vous ça savez, se fait pas. il y a eu X1, X2, X3. Bon, Oui. X1, par exemple, lorsqu'on a enquêté sur nous, nous, on était mis aussi sur surveillance téléphonique, mais X1 aussi était sous écoute téléphonique. Alors, si elle est folle, je me demande si on doit la mettre sous écoute. Et lors d'une écoute, on constate qu'elle contacte Anémie Bulté. Anémie est une dame qui a écrit le livre Les dossiers X avec Douglas de Koning et Marie-Jeanne Van Hees. Et elle contacte, dans la conversation, elle dit qu'elle a donné des documents à Marc Verwilligen, donc le président de la commission. Bon, ça serait, moi, gendarme, qu'on entendrait on pourrait se dire, oui, mais il donne des documents couverts par un secret. Mais qu'est-ce que Régina peut avoir comme document secret? Eh bien, il y a un apostille du 26 février 1998 du juge Pignolet qui demande d'interroger Régina Louf pour savoir quels sont les documents qu'elle a donnés à Marc Verwilligen et de quelle façon. Alors, si elle est folle, est-ce qu'on doit faire ça? Il y a un bel exemple aussi. Elle a été soumise à un collège d'experts. Un collège C'est d'experts ça, qui parce vont. que j'allais dire de toute façon, enfin, une maladie psychiatrique, c'est des médecins qui le diagnostiquent, c'est pas Voilà. chacun son enquête. Le collège, justement, n'a pas établi qu'elle était folle, mais elle a vécu tellement de choses elle peut confondre. Si maintenant je vous dis, faites-moi la liste des gens qui étaient à votre communion ou à votre mariage et que vous me mettez que votre tante Gertrude était là, moi je vais vous dire, vous êtes une menteuse parce qu'elle était à l'hôpital ce jour-là. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas crédible. Vous pouvez avoir confondu ou oublié quelque chose. Eh bien, maintenant, pendant qu'elle était soumise, c'était important, pendant qu'elle était soumise au collège d'experts, elle ne pouvait plus être entendue. Et malgré ça, le juge Van Espen demande de lui poser la question ce qu'elle prend comme contraceptif. Et donc, mes deux collègues, Patrick Debats et De Pau, vont la chercher et la conduisent au collège des experts. Et dans la voiture, pendant que Patrick conduit, et De Pau lui demande ce qu'elle prend. Et elle dit quelque chose qui fait 8 lettres. Marvolon. Marvolon. M-A-R-V-O-L-A-N. De Pau fait un procès verbal. Elle ne lit pas ça, elle ne le voit pas. Donc, elle ne peut pas le contredire. Et le juge Van Espen, quelques mois plus tard, il va faire une déclaration pour dire ah, le marvolant, ça n'existe pas. J'ai demandé à un médecin légiste, ça n'existe pas. Et c'est exact, ça n'existe pas. C'est du marvelon. Il y a 8 lettres aussi et 3 voyelles. On a inversé marvelon, marvolant.
Et pour Ouais. ça, elle n'est pas crédible. Alors, si elle est folle, est-ce qu'on doit falsifier ses auditions? Oui, et je vous dis, puis de toute façon, on a déjà, c'est au, au médecin d'en décider. Et puis, c'est pas une raison pour ne pas vérifier. Parce qu'on peut, par-dessus le marché, bon, notamment, déjà, quand on a subi ce qu'elle dit avoir subi, avoir des problèmes psychologiques, c'est juste normal, c'est même exceptionnel qu'elle s'en sorte comme ça. Et puis, quelqu'un de malade peut aussi être victime de viol, l'un n'empêche pas l'autre. N'oubliez pas qu'elle avait un proxénète qui s'appelait Tony et Hmm. que Tony a quand même avoué qu'il avait les clés de la maison et qu'il allait avec elle lorsqu'elle avait 12 ans. Il ne faut pas oublier que la mère de Regina a confirmé tout ça et que Regina a eu un enfant toute jeune et qu'on a enterré, qu'on a mis dans une boîte à pâtisserie ou je ne sais pas quoi et qu'on a enterré. Donc, Regina raconte ça et tout ça passe normal. Bon, mais alors, parce que je me rappelle très bien, d'abord, ne serait-ce que parce que j'en ai fait les frais, moi aussi, pas longtemps après, hein, en 2000 avec l'affaire Zandvoort. De toute façon, à l'époque, il n'était pas question de parler de réseau pédocriminel. Il n'était plus, alors que c'était documenté, qu'il y avait déjà eu des procès, enfin, en fait, c'était établi qu'il y avait une criminalité enfin, pédocriminelle qui travaillait en réseau, qui avait une organisation. Donc d'un seul coup, ça devient impossible de le dire. D'ailleurs, vous vous faisiez traiter immédiatement de complotiste, conspirationniste. Moi, je me rappelle des fantasmes de journalistes ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, vous vous faisiez traiter de dingue dès que vous aviez le malheur de, de- de- de nourrir, si vous voulez, cette hypothèse qui en fait était une réalité qui ne pouvait pas être ignorée, au moins des autorités. C'est pas vrai, c'est impossible. D'après vous, pourquoi? Vous savez, Regina a été entendue à 17 reprises entre le 20 septembre et le 20 septembre 86 et le 1er mars. Et au mois de juin, lorsqu'on est viré, jamais on est allé frapper à la porte chez quelqu'un ou entendre du trou ni en disant jamais on a fait une audition. Donc nous, on cherchait. On essaie de regrouper tous les renseignements qu'elle donnait. Elle en a tellement qu'il fallait vérifier. Patrick avait dit ça va durer 1 an, 2 ans, mais on doit tout vérifier. Oui. Mais pourquoi, Donc, c'est à ce d'après moment-là vous, il y a eu... qu'on sait faire le pour et le contre. Oui, mais pourquoi, d'après vous, il y a eu cette espèce de levée de bouclier pour soutenir, contre toute évidence, au-delà des témoignages des Bon, témoins X, je crois que si pourquoi c'était, il était interdit de dire qu'il y avait des réseaux pédocriminels? ben, si on avait eu que deux, trois petits couillons impliqués, peut-être que ça aurait marché. Mais si on arrive à des personnalités, des magistrats, des hommes politiques, des personnalités dans le monde, allez, civil, patron d'une société ou quelque chose ainsi, bon, bah, ils se tiennent un petit peu tous la main. Et donc, il ne faut pas oublier que la politique nomme les magistrats. Et donc, si un politicien est mêlé là-dedans, et que bon, ben, c'est tel parti, ben, on va demander à ce juge-là, dit, on t'a nommé, ben, maintenant, essaie d'arranger ça. Vous savez, quand on vous dit dans un parti, une sénatrice vous dit, Monsieur Bill, vous mettez en cause deux juges nommés par notre parti, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, ils se tiennent, c'est pas possible. Pour moi, je l'ai dit, au niveau gendarmerie, magistrature, dans ce qui nous est arrivé, on se retrouve devant une association de malfaiteurs, une coalition de fonctionnaires. Parce que un gendarme qui fait des faux PV, vous les dénoncez à un juge et que le juge n'en fait rien, et que le juge lui-même fait d'autres faux pour couvrir les gendarmes ou pour discréditer les témoins, euh, je dis, nous, on n'a pas pu aller Parce plus que loin. Parce que Pourquoi? vous, en fait, donc, parce que in fine, vous avez été complètement blanchi Complètement, après complètement. qu'on vous ait Trois ans, hein, 3 ans. persécuté. Enfin, je veux dire, Ça a duré 3 ans. littéralement Hein. une persécution qui vous est arrivée, hein. Quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible. On se demande même comment vous avez fait pour tenir le coup. Je veux dire, ça n'arrêtait pas, ça partait dans tous les sens, ça de tous les côtés, avec les inversions les plus absurdes. Je vous dis, là, la situation, elle était complètement kafkaïenne. Mais in fine, quand toutes ces manipulations, tous ces mensonges, tous ces faux en écriture, tout ça a été décortiqué parce qu'il y a quand même des gens qui faisaient encore leur travail aussi dans l'institution, finalement, tous les gens qui se sont rendus coupables de toutes ces malversations,
ils ont continué à vivre leur meilleure vie. Enfin, ils ont continué tranquillement leur carrière. Ils ont eu des promotions. Ils ont eu des promotions. Enfin, il est rien arrivé à personne, Rien si du j'ai bien tout, compris. rien du tout, parce que si vous prenez le plus petit de l'échelle, lui, il va dire, oui, mais si vous prenez le petit gendarme, maréchal de logis, ou premier maréchal de logis, il va dire, oui, mais c'est le chef. Le chef, oui, mais c'est l'adjudant. L'adjudant, oui, mais c'est le capitaine. Et finalement, ben, on remonte. Et vous savez, quand le major Terling a fait son rapport d'enquête de 159 pages pour moi et de 622 pages pour Patrick, pour analyser tout, pour décortiquer tout, sous le contrôle de colonels et de généraux, il a remis son rapport au général Franzen, le commandant de la gendarmerie, qui avait dit oui, on va enquêter sur eux. Et moi, le général Franzen m'a dit la justice ne fait rien, je ne fais rien. Voilà. Donc il a continué. Monsieur Franzen a préféré nous virer, nous jouer dans le jeu des chipoteurs. Et après, bon, ben après, ben, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais bon, la justice n'a rien fait, ben, moi, je ne fais rien non plus. Donc, vous avez un général, un lieutenant-général de gendarmerie, donc le plus haut grade à la gendarmerie, qui préfère continuer à travailler avec des gendarmes manipulateurs, chipoteurs. Ça, c'est honteux. C'est une honte. Ah oui, c'est Non, assez. ça c'est au niveau gendarmerie, mais au niveau parquet, ben, à quelle porte frapper? Puisque j'ai écrit avec Patrick, on a été, si vous avez vu les courriers de nos avocats, tout ce qu'on a pu écrire, c'était tous les jours. C'était nous, Patrick, en flamand, moi en français, au général, au juge, au procureur, partout. Ils n'ont jamais rien voulu entendre, rien. Et quand un procureur général vous fait 17 pages, quand tout est terminé, lui, un des plus hauts magistrats de Belgique, adresse 17 pages d'accusation à l'état-major de la gendarmerie, 17 pages, qu'un colonel, le colonel Duchâtelet, directeur général du personnel, vous téléphonait un soir à 19h et qui vous dit cette fois vous êtes mort. On a le rapport du procureur général. Et 4 mois après, le même colonel vous écrit en français pour moi et en flamand pour Patrick. Il n'y a rien dans le rapport du procureur général. Un rapport faux sur toute la ligne. Alors, à quelle porte voulez-vous frapper? À quelle porte? Et vous écrivez à un ministre, il vous dit tout de suite, ah, il y a la séparation de pouvoir. Quand ça les arrange, il y a la séparation de pouvoir. Et Ouais. donc, ça veut dire que le ministre de la Justice ne peut pas dire au ministre, au procureur général, oui, mais ça ne va pas. Non, ah non, séparation des pouvoirs. Oui, Et enfin bon, en tout cas, il y a des administrations, je veux dire, il y aurait pu y avoir écoutez, écoutez, je vais des vous donner sanctions encore un bel administratives, exemple. enfin, des sanctions pénales, enfin, Oui, mais, enfin, tout ça. Parce que finalement, tout ce qui s'est passé, c'est aussi une succession de délits pénaux. Enfin, des fois, on est présomptueux oui, d'être mais je sanctionné suis par la loi, d'accord. je suppose, en Belgique aussi. Vous savez, il y a eu un rapport, on a parlé tantôt de la relecture. Il y a eu la relecture et il y a eu un rapport qui porte le numéro 401. Il existe deux versions de ce rapport. Une qu'on donne au juge Pignolet et une qu'on donne au juge Van Espen. Une de bonne qualité et l'autre de moins bonne qualité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Van Espen allait donner une copie à Pignolet. Et nous, dans le dossier Pignolet, on a acheté les deux exemplaires. Donc, j'ai les deux exemplaires. Il y a un député belge, flamand, M. Annemans, qui a interpellé le ministre de la Justice en 2000 et lui a demandé est-ce qu'il existe deux versions de ce rapport. Mark Verwilgen, c'est pas lui qui est ministre de la Justice, c'est pas lui qui va faire les recherches. Qui fait les recherches? C'est un colonel, officier de liaison au ministère, donc un colonel de gendarmerie, qui lui prépare sa réponse. Et qu'est-ce que Mark Verwilgen doit dire publiquement? C'est une erreur dans la date du rapport. Non, on a falsifié à l'intérieur du rapport. Donc, Mark Verwilgen a été trompé par un officier de gendarmerie. Parce qu'autrement, si Mark Verwilgen, et on ajoute, mais il y a une enquête en cours. 4 ans plus tard, Mark Verwilgen n'est plus ministre de la Justice, c'est Loretta Collings qui est la ministre de la Justice. Le député repose la question, tiens, où ça en est? L'enquête est toujours en cours. On était en 2004. Je présume qu'en 2024, ils sont toujours occupés à chercher. Ouais. Vous savez qu'il y a d'ailleurs, vient de sortir plus ou moins en même temps que votre livre, enfin c'est une heureuse coïncidence, enfin voilà, peut-être que les esprits sont prêts. Donc un film de Pierre Barnérias qui s'appelle Les Survivantes, où vous avez ces huit témoins, enfin, belges et français, qui racontent pour certains des témoignages qui sont extrêmement similaires à ceux des témoins X, qui conforte, qui corrobore complètement ce que ces témoins X racontaient.
Notamment, il y a notamment une qui fait partie de l'aristocratie belge, je veux dire, qui explique ce qu'on lui avait fait subir et ce qu'on faisait subir à d'autres. Enfin voilà, elles sont très très courageuses ces femmes, hein. Elles témoignent à visage découvert. Et pour mettre de l'eau à votre moulin, elle expliquait, elle disait, mais il y en a aussi beaucoup aussi qui se taisent parce que qu'est-ce que vous voulez quand en fait les gens, les gens qui violaient, qui torturaient, qui tuaient, vous les voyez tous les jours à la télévision, vous vous demandez bien ce que vous allez pouvoir faire parce que l'interlocuteur, ça va être éventuellement le petit commissariat du coin ou la petite gendarmerie, mais lui, il va peut-être essayer de faire son travail, mais il va être très vite arrêté très vite. Justement, Et finalement, ça va complètement dans le sens. Je trouve que ce film et votre livre sont extrêmement complémentaires. justement, vous me parlez de huit dames. Ces huit dames, je suppose qu'elles ont témoigné en justice, toutes les huit différemment. Elles ont fait des témoignages. Est-ce que les enquêteurs aussi ont été bloqués ou est-ce En fait, qu'on s'est il y en a. contenté Ah de les bah, ridiculiser? ouais. Parce que Non, nous, alors, ici, c'est il y en a, alors, ridicule. il y en a, il y a une amnésie traumatique, donc c'était facile, on leur a dit c'est prescrit, donc c'est prescrit, c'est prescrit. Pour le coup, d'ailleurs, il faudrait voir par rapport, parce que maintenant, avec ce dont on parlait avant, bon, en France, il y a cette notion de prescription glissante qui, je pense, n'existe toujours pas en Belgique. Et par contre, il y en a d'autres qui ont encore des affaires en cours. Une dame, notamment, c'est ses enfants, eux, qui racontaient, qui ont des témoignages épouvantables, mais c'est que elle en a pris plein la tête. Et en fait, le résultat de la plainte, c'est qu'on lui a retiré ses gosses, comme c'est très souvent le cas. Donc, en fait, oui, ça a été, de toute façon, ça a été bloqué. Nous, ça a été ridiculiser, démolir les victimes, mais aussi les enquêteurs. Ouais. Parce que, bon, je ne pensais pas, bon, je ne dis pas qu'il faut s'en prendre qu'aux victimes, mais et aux enquêteurs. Bon, quand toutes les enquêtes sont faites et que, bon, il n'y a rien, mais nous avons 15 collègues qui ont été signés une pétition pour qu'on ne revienne pas. Quand on a été blanchi, 15 gendarmes sur 180 de la BSR ont signé une pétition. Ils ne voulaient pas qu'on revienne à la BSR, à la section recherche. Oui, Donc, le général, naturellement, il a sauté à deux mains là-dessus et il a écouté. Et le parquet non plus, ben, on n'avait plus confiance en eux. Donc on n'a plus, et je ne voulais plus. oui, Je n'ai parce que pas bon, de toute façon, ces gens-là ne devaient pas se sentir très, très à l'aise de vous croiser tous les jours dans les couloirs non plus, hein, après ce qu'ils avaient fait. mais si, ils savaient dès le départ qu'ils étaient protégés. Parce qu'on ne Non, peut pas se permettre. oui, mais ils avaient peut-être pas envie de vous croiser quand même. Ah oui, ça, Je veux dire, quand on a fait quelque chose d'aussi honteux, on n'a peut-être pas envie d'avoir sous le nez tous les jours quelqu'un qui nous rappelle, quoi. j'aurais pas voulu travailler non plus avec eux parce que Oui. bon, s'ils savent faire ça, ils savent que vous allez faire une perquisition et qu'on pique un bracelet ou qu'on pique une montre quelque part. Après, bon, c'est l'équipe qui a fait la perquisition. Donc, moi, pour moi, c'est des voyous, c'est des bandits. Donc, je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ça. On appelle ça des gendarmes. Il faut encore les appeler des collègues. Mais pour moi, au risque d'être grossier, je préfère. Ces gens ont eu des belles promotions. Ils ont eu une belle fin de carrière. Nous, Patrick et moi, on a terminé notre carrière dans une école de police et on a dit au général, gardez vos enquêtes, on ne veut plus les faire. Et pourtant, bon, moi, dans ma carrière, j'avais près de 1000 arrestations dans ma carrière. Je n'ai jamais été puni, j'ai toujours été félicité dans tout. J'ai toujours fait mon travail comme il fallait. Mais ici, vraiment, je n'y croyais pas. Encore maintenant, on se dit, mais c'est pas possible. Même avec Patrick, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvé un jour à 5 heures au matin dans un parc de Bruxelles avec chacun une bouteille d'eau en main et on se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais jamais on a dû se dire avec Patrick, tiens, si on nous pose une question sur ça, qu'est-ce qu'on va répondre? Parce que, vous savez, quand on vous vire en juin, faut le savoir aussi, quand on vous vire en juin 97 et que le 18 décembre 98, 18 mois plus tard, vous avez un recommandé en français pour moi, en néerlandais pour Patrick, qui arrive chez vous, signé par le directeur du personnel qui vous dit, au stade actuel, on ne sait pas dire si vous avez fait des fautes et la nature de celles-ci, mais si vous en avez fait, venez me le dire. C'est à se taper la tête au mur. Oui. Mais vous C'est à se savez, taper. ouais. Mais en fait, je sais pas, enfin, il y a dans plusieurs affaires que je connais très bien, en France. Bon, bah, évidemment, notamment l'affaire Zandvoort, que je connais particulièrement bien, mais d'autres, hein, ça a été la même. C'était le gros n'importe quoi aussi, hein. Y compris, je veux dire, au niveau que ce soit de la police ou de la gendarmerie, au niveau de la justice. Il y avait des affaires comme ça. Enfin voilà, c'est où il se passait
absolument n'importe quoi. Il faut quand même que les gens le sachent, qui m'amène à ma dernière question, parce que après, sinon, on va être très, très long. Donc, vous en fait, vous aimeriez finalement qu'il y ait une commission d'enquête, qu'on se repenche sur tout ce... Une véritable, cette fois-ci, une véritable commission d'enquête, mais on dit, elle porte le nom de parlementaire, mais moi, mon rêve, naturellement, bon, c'est un rêve fou, comme on dit dans le livre, ce serait une commission parlementaire qui regrouperait des policiers, des avocats, des magistrats, des hommes politiques et des citoyens. Moi, je veux bien rester une semaine chez eux, ils vont me donner un verre d'eau, moi j'ai assez. Mais je veux bien, et ils auront les 4-5 000 pages que je n'ai pas chez moi, mais qui seront en lieu sûr. Et là, ils auront de quoi travailler. Je vous parle, je ne vous dis pas des articles de presse, je vous parle de 4-5 000 pages de documents que nous avons légalement, que nous avons achetés, toutes les pièces. Ça, quand on achète un peu les pièces dans un dossier, puis dans un autre, et qu'on retrouve des auditions différentes, on comprend vite un petit peu le chipotage, le montage. Et pour aller pour un dernier petit mot d'humour dans le livre, parce que je ne l'ai pas mis, j'ai publié 2 de mes extraits de compte. Donc, ne versez pas d'argent sur ce compte-là, le compte n'existe plus, mais c'est parce que la gendarmerie, quand je suis tombé malade, en dépression avec Patrick, la gendarmerie me remboursait mes soins médicaux. Et dans la communication, au lieu de marquer remboursement de soins médicaux, on mettait remboursement de torture morale. Oui, Ça, c'est la gendarmerie belge. oui, et c'est d'ailleurs littéralement ce que quand on lit votre livre, c'est littéralement ce qu'on vous a fait subir. Enfin, Il n'y a pas d'autre mot. il y a absolument pas d'autre mot. Il y a eu l'affaire des Rupeaux. Bon, c'était un homme politique qu'on a essayé de nous piéger avec ça. Même un procureur du roi me demande d'enquêter sur ce vice-premier ministre, alors qu'en décembre 96, il est blanchi. Et en mars 97, un procureur du roi me demande à moi, premier maréchal de logis mobile, de continuer l'enquête discrète sur ce vice-premier ministre. Alors, C'est très intéressant, votre idée d'une commission d'enquête et aussi citoyenne, parce que, alors certaines personnes pourraient dire, oui, mais finalement, tout ça, c'est des vieilles affaires et tout ça. D'abord, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Ensuite, il y a encore des gens vivants et même éventuellement qui sont en fonction. Ensuite, l'impunité n'est pas dissuasive. Donc, tous ces criminels à qui on a fichu la paix, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est tout ce qui a été dénoncé par tous ces témoignages qui sont en train de s'élever en ce moment. Si ça s'avérait vrai, il n'y a pas de raison de penser que ça s'est arrêté. Donc, on peut pas prendre le risque finalement que ces témoignages soient vrais sans les vérifier parce que c'est tellement gravissime ce qu'elle dénonce. Et puis enfin, parce que d'ailleurs, c'est très frappant, votre livre montre très très bien comment, et ça c'est vrai, ça, parce que, je veux dire, c'était en Belgique, mais alors on peut imaginer parfaitement la même chose en France. D'ailleurs, je vous dis, je l'ai vu. Comment en fait on peut très facilement complètement étouffer et enrayer la machine judiciaire. Là, il y a quand même, il faudrait qu'il y ait des garde-fous parce que en misant sur le carriérisme des uns, éventuellement la bêtise des autres, le manque, la lâcheté, le manque de courage, parce qu'il ne faut pas voilà, il peut y avoir des tas de circonstances, c'est pas forcément, pas se dire il y a forcément des gens qui sont tous mis d'accord pour étouffer. Non, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui appuient sur quelques leviers, c'est très très facile d'empêcher une enquête de se passer normalement, qu'elle se barre en sucette. Et c'est à ce titre, votre livre est très parlant et je ne vois pas comment ça ne pourrait pas intéresser, y compris aujourd'hui, des personnes qui ont des responsabilités dans la gestion de pays aussi proches, en plus, au fonctionnement aussi similaire que la Belgique, en tout cas, déjà pour commencer là, la Belgique et la France. Sachant que dans l'affaire du trou, il y avait des Belges, mais il y avait aussi des Français. Donc, oui, donc voilà, donc peut-être que vous finirez par la voir finalement, en tout euh, cas, la votre presse commission d'enquête. belge est cloisonnée, la presse belge est muette. Autant on a été sali à l'époque, maintenant avec la sortie du livre, il n'y a rien, ils ne veulent pas en parler. Je crois qu'ils ne peuvent pas en parler, je crois qu'il y a des instructions au niveau politique. Alors, moi, après 25, 27 ans, ma mémoire est toujours intacte, je crois que vous vous en rendez compte, mais s'il y a une commission parlementaire, je suis prêt.
Maintenant, je me demande si des magistrats ou certains officiers de gendarmerie qui déjà quelques mois après disaient ah je pense que je ne me souviens plus je crois que je ne sais pas comment on va se retrouver avec eux devant une commission parlementaire parce que ils auront tous perdu la mémoire je crois je ne les vois pas ils vont faire l'innocent ou ils vont se retrouver je ne sais pas quoi il y aura plus de secret d'instruction mais moi je suis prêt à me battre devant une commission parlementaire je vais bien parler et j'espère que s'il y en a une qu'elle sera publique et pas pour faire du show, mais pour vraiment dénoncer toutes les saloperies de la justice belge et de la magistrature et de la gendarmerie, de collègues. C'est honteux, c'est une honte, une honte. Je n'ai pas d'autre mot. Oui, c'est vrai. Et peut-être aussi, vous avez envisagé que soient relancées les enquêtes, ces enquêtes qui ont été Alors, étouffées, ces vous enquêtes savez, criminelles qui ont été étouffées. vous avez en France une loi, bon, vous arrêtez quelqu'un en France, vous avez déjà la garde à vue qui est de 48 ou 72 heures. En Belgique, on est toujours à 24 heures en principe. Donc, vous arrêtez quelqu'un, vous tuez quelqu'un aujourd'hui à 8h05 le matin. Si demain à 8h05 le juge ne l'a pas mis sous mandat, vous risquez d'avoir une libération. Bon, les prescriptions, c'est la même chose. Mais le dossier de la Champignonnaire, il a été prescrit. Ils ont ajouté une prescription. Normalement, en 2004, c'était prescrit. Ils ont mis 10 ans. Et en 2014, ils en sont vite. Donc, il y a 10 ans que ce dossier, bon, j'espère qu'il n'est pas détruit. Mais si moi, déjà, quand on me le donne, il manque des pièces, parce que par exemple, Christine, ben, lors de ses funérailles, il y a eu des photos. Elle n'était déjà pas dans le dossier quand je l'ai reçue. Donc, je crois qu'il y a des pièces dérangeantes qui ont disparu de ce dossier. Et donc, il faudra. Moi, je veux bien. Moi, je ne demande pas mieux que les enquêtes. Malheureusement, nous, on ne pourra plus les reprendre. On est retraités, bien que ça nous plairait encore de le faire. Mais je crois qu'ils ont atteint leur but. Ils ont gagné. Ils ont gagné sur tous les ponts. Ils ont stoppé les enquêtes. C'est le but recherché discréditer les victimes et tuer les enquêteurs. Écoutez, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc, si vous voulez me le montrer bien comme il faut, parce que malheureusement, je n'ai pas reçu la version papier de votre livre, mais donc j'encourage tout le monde à lire ce livre. Alors, quand il sera disponible en librairie, parce que figurez-vous que je me suis rendu compte, là, qu'au moins depuis 2 jours, il est absolument, ce livre qui est sorti le 7 avril, il est absolument impossible de se le procurer nulle part. Il est indisponible à la Fnac, Amazon, enfin tous les grands distributeurs. Cultura, j'ai regardé même des libraires. Donc, mais ne doutons pas que tout ça va vite se Je remettre préviens, je d'aplomb. prends contact avec mon éditeur dès que l'émission est terminée ici, là, dès que notre entretien est terminé, je prendrai contact. Mais il est en vente sur, pour l'instant, Investic Action. Donc, Voilà, en Belgique, là, on peut l'obtenir en c'est France, le, mais ça c'est serait le quand seul même plus endroit où on peut logique que. l'obtenir pour l'instant, c'est sur le site de l'éditeur. Ouais. Chez les grands distributeurs, c'est impossible de le trouver. Alors, Remarquez de la même façon que les survivantes, les salles se sont comptées sur les doigts de quelques mains et enfin, c'est très, je très peux aussi. compliqué. Mais bon, gardez-le à l'esprit, sinon, de toute façon, dès que le livre va certainement être remis dans les rayons, enfin, il n'y a pas de raison très Mais sachez aussi que j'ai créé une page Facebook qui porte le même nom que le livre, Dutroux, l'enquête assassinaire. Elle était créée un soir à 23 heures. Le lendemain, il y avait 500 membres. On est à 4500 membres actuellement. Donc là, les gens peuvent aussi avoir des renseignements et donc là, ils peuvent me contacter. Mais je reprends directement contact avec mon éditeur, donc Mm, Michel Collomb. Donc, je remercie aussi d'avoir accepté de faire ce livre parce que bien sûr. sans lui, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, il n'y a personne qui voulait le faire, il faut être clair. Ou alors, je devais changer le nom. Alors, Oui. vous imaginez. Vous Non, mais là, de imaginez. toute façon, c'est au niveau de la distribution le problème. Mais donc ce livre qui est très documenté, qui est d'ailleurs aussi quelque part, et presque aussi une invitation pour des journalistes que ça intéresserait d'aller aussi se pencher sur la question, parce qu'à la fin du livre, il y a aussi énormément de documents qui sont mis en copie. Tous les documents que vous citez, il y en a beaucoup. Voilà, c'est un livre qui est très, très documenté. Au-delà de l'histoire, après, il y a une foule de documents qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Voilà, sinon après, bon, pour en savoir plus aussi, je vous le mentionnez souvent, il y a effectivement
le livre sur les Aussi. témoins X, ce que la justice ne devait pas savoir sur l'affaire Dutroux, qui malheureusement est un livre qui est très difficile à trouver aujourd'hui Ouais. et qui est peut-être encore dans les bibliothèques. Le livre de Annie, c'est Butalé, Marie, Annemie Pulté, Douglas de Koning et Marie-Jeanne Van Eswijk, oui. Un très voilà. bon livre qui aussi n'a pas eu l'effet qu'on aurait attendu, puisque là-dedans, il sort beaucoup de choses C'est une et c'est bombe, des ce livre. silences. C'est une bombe aussi, mais Oui. c'est le silence. Les autres journalistes, non, 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 et on ne croit pas en Regina, on ne croit pas en Regina, et tout ça parce que c'est Regina. Maintenant, il faut comprendre une chose, le 30 janvier 98, vous avez une grande table avec tous les magistrats et il vous dit, voilà, Regina n'est pas crédible. Et 31 jours plus tard, le juge d'instruction demande au commandant du terme, tiens, par apostille naturellement que j'ai, tiens, est-ce qu'on a vérifié tous les axes avant de fermer l'enquête? Mais avant ça, on dit qu'elle n'est pas crédible. Allez, allez, allez. Il faut dire que, alors, apostille, c'est un terme belge, ça c'est pour les Oui, c'est un téléjournalistes. devoir. Donc, c'est un écrit d'un juge d'instruction lorsqu'il Voilà, vous en demande de français, faire un en français, devoir. ce sera plus Donc, une voilà, commission on appelle ça rogatoire. une apostille en Belgique. Parce que pour y Ouais. arriver, c'est vrai que. Et ben, enfin, il se trouve que depuis, des Régina, entre guillemets, c'est-à-dire des témoignages similaires, il y en a eu beaucoup quand même. Au fil des années, voilà, J'ai il y a quitté le eu. domaine, donc je n'ai pas suivi, j'ai quitté ce domaine-là. Bon, j'ai fini ma carrière dans une école, maintenant il y a 10 ans que je suis retraité. J'ai quitté ce pays et je vis en France maintenant où je suis heureux. C'est un beau pays et je suis content et vraiment, je regrette de ne pas être venu plus tôt. Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Aimé Bill, merci beaucoup. Donc, Merci à vous. auteur du livre Dutroux, l'enquête assassinée. Voilà. Voilà. Et merci de nous avoir suivis sur François. À très bientôt. Nous ne pouvons vivre que grâce à vous. Donc, et grâce à votre soutien. Donc, merci beaucoup.